Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Bambilor en deuil. Amadou Fadelba, élève en classe de 4e, a été tué par un de ses camarades à l'issue d'une bagarre. Après de multiples interventions, Fadel est décédé, laissant des parents attristés et en colère qui ont décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Le Dandé Légnol, orphelin de son icône Mansour Seck, ami et compagnon de longue date de Baba Mal, n'est plus. Sa levée du corps a refusé du monde. Parents, amis et mélomanes se souviennent d'un professionnel pétri de qualités humaines. Convocation ce vendredi du directeur de publication du quotidien. Pour l'heure, impossible d'en connaître le motif, mais tout porterait à croire qu'il est lié à un article sur l'affectation du général Kandé. Mamadou Gueye est attendu ce vendredi à la section de recherche. Et puis, liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises. Plus de 100 immatriculations relevées, dont 49 sans licence. Des chiffres révélés lors d'un atelier conjoint organisé par le groupement des armateurs industriels de la pêche, le GAEPES et le Forum civil. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite un titre, un journal que nous ouvrons avec ce drame qui s'est produit au CM Bambilor 2. Amadou Fadelba a été tué d'un coup de barre de fer par son camarade. Après de multiples interventions des médecins de l'hôpital Idrissa Pouye, il a rendu l'âme, laissant derrière lui des parents désemparés qui ont décidé de porter plainte. La dépouille de Amadou Fadelba est actuellement à l'hôpital pour les besoins d'une autopsie. Le reportage est signé Habib Faye. Cette uniforme du CM Bambilor ne sera plus portée par son propriétaire, l'élève Amadou Fadelba. Pour cause, il est tué par un de ses camarades de cet établissement scolaire. Après de nombreuses interventions médicales, les blouses blanches de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff n'ont pas pu sauver le fils de Djibril Ba. Attristé, il revient sur le film de l'horreur. Mon fils a été agressé par un de ses camarades d'école suite à une dispute. Il rentrait tranquillement à la maison après ses cours quand il a reçu un violent coup de barre de fer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il a perdu injustement la vie. Quand le directeur d'école a demandé au meurtrier de mon fils ce qui justifiait son acte, il lui a répondu qu'il lui a manqué de respect en l'insultant. Les parents de Hamadou Fadel sont remontés contre l'autre famille qui, selon eux, avait proféré des menaces. Que j'ai entendu, il a proféré des menaces à ma mère. Parce qu'il lui a dit, vu que tu vois à chaque fois je prends part pour mon fils, ils vont se retrouver là où il n'y aura pas moi. Et dans ce cas, tu sauras. Maintenant, c'est des menaces ouvertes. Et ce qui s'est passé, le boy l'a planifié. En attente de la dépouille de l'élève en classe de 4e, ses parents devront encore patienter. Nous attendons qu'on nous remette son corps pour qu'on puisse l'enterrer. Mais à cause de l'autopsie et d'une réquisition qui vient de la gendarmerie, nous ne pouvons pas encore le récupérer. Arrêté par la gendarmerie de la localité, la famille a déjà esté en justice. Vu que c'est une situation qui s'est passée et que la gendarmerie était au courant, parce que j'ai une soeur qui est à l'administration, donc on a fait une plainte et effectivement ils ont fait une enquête. Là on attend l'autopsie. Si toutefois c'est fait, parce que c'est ce qui attarde l'enterrement. On est là au niveau de la morgue de l'hôpital. Amadou Fadelba portait l'espoir de toute une famille, brillant élève au CM Bambilor. Ses parents ne le verront plus porter ce sac à dos. Le Dandé Légnol a perdu ce jeudi un de ses membres fondateurs, Mansour Seck Gawlo, ami et compagnon de longue date de Baba Mal, et n'est plus. Il a accompagné la quasi-totalité des productions musicales de Baba Mal. Sa disparition laisse un vide énorme au Dandé Légnol. Aminata Tambare Sow dresse le portrait de l'artiste. L'annonce de son décès a fait le tour des réseaux sociaux, mais également dans les médias classiques, reflet de la dimension de l'homme. Mansour Dine Seck ou encore le binôme de Baba Mal, une voix qui s'éteint à jamais.
La perte de cet artiste, un vide pour le leader du Don de Légnol, Baba Mal et Mansour Seck. C'est une histoire qui remonte aux années 1980. Les deux hommes, tous deux natifs de Podor, ont cheminé durant des années, tous deux passionnés par la culture, mais également le griotisme halpulaar. Mansour Dine Seck, ou encore le jumeau de Baba Mal, a été un artiste plein, un guitariste hors pair. Sa voix grave et mélodieuse résonnait à chaque fois que le leader du Dan de Légnol était sur la scène. Drapé dans son grand boubou, Mansour Dine Seck reflétait l'élégance, mais également le griotisme pulaar. Aujourd'hui, avec sa disparition, c'est une immense perte pour la culture, mais également pour son ami avec qui il a cheminé des années durant, Baba Mal. C'est vers les années 1980 que les deux hommes ont enregistré leur premier album, Jam Leli. Dans cette production musicale, on pouvait entendre la voix de l'artiste, mais également du guitariste Mansour Seck. Au-delà de son accompagnement, au-delà de son intégration dans les Dents de Légnol, Mansour Dine Seck a également fait des productions en solo. Yelayo ou encore Nderfouta, des signatures de l'artiste. Mansour Dine Seck ou Mansour Gawlo Seck tire sa révérence, une perte. Le monde musical africain, mais également international, un vide pour le Dan de Légnol, en particulier Baba Mal, qui perd un compagnon, un ami, mais aussi un confident. Mansour Seck, un artiste, une voix mélodieuse qui va continuer à résonner. Mansour Seck Gawlo repose désormais au cimetière musulman de Yoff ce matin à sa levée du corps à l'hôpital Fann. Eh bien, les témoignages étaient unanimes sur la piété de l'homme. Je vous propose de suivre les réactions au micro d'Amadouba. Mansour était ouvert et il partageait tout le temps. Chaque fois qu'on lui demandait, poser une question sur l'issue ou l'histoire d'un morceau, il savait nous le détecter et nous le dire. Et à partir de là, nous, on s'inspirait pour le moderniser. Donc, il nous a tout donné et il nous a appris. C'est une bibliothèque qui s'éteint, mais son œuvre reste. Beaucoup de tristesse et beaucoup d'impuissance, comme on dit. Parce qu'on a perdu de référence pour la culture Fouta. Et personnellement, j'ai perdu un ami. On a perdu une icône, quelqu'un de très grand, de très ample, de très entier, de très disponible, quelqu'un qui est un géant de la musique, un géant mélomane, quelqu'un que toute l'Afrique a reconnu, tout le monde entier, et qui est vraiment, quand il te connaît, il t'intègre. C'est quelqu'un qui est là, qui intègre tout le monde. Oh, oui, c'est le monde de la culture, c'est l'Afrique, c'est le monde qui a perdu. Et voilà, que Dieu nous donne la force de surmonter tout ça. Et Baba Mal, on lui présente les condoléances. On présente les condoléances à tous les musiciens du monde entier à travers le décès de Mansour Seck. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé cet après-midi à Ouagadougou pour une visite d'amitié et de travail. Il a été accueilli, comme vous le voyez, dès sa descente de l'avion par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Après la convocation du directeur de publication du journal Tribune, c'est au tour du directeur de publication du journal Le Quotidien de recevoir sa convocation à la section de recherche de la gendarmerie. Mohamed Gueye est attendu ce vendredi dans les locaux de la section de recherche. Pour l'heure, le motif de son audition est inconnu, mais tout porte à croire qu'elle est liée à l'article du Quotidien sur l'affectation du général Kandé. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Et puis, nous parlons justement de l'affectation du général Kandé à New Delhi. Eh bien, une affectation
qui ne souffre d'aucune illégalité, selon le colonel à la retraite Abdoul Aziz Ndao, haut commandant en second de la gendarmerie, lui qui a été attaché militaire à 2 reprises en Guinée, mais aussi en Italie, estime que ce poste peut être occupé par les officiers généraux en vertu des lois et règlements en vigueur. Voici le colonel Ndao, il nous en dit plus avec Chérif Dia. Le rôle de l'attaché militaire, d'abord, il établit une coopération militaire avec le pays d'accueil. C'est ça le plus important. Il recherche des matériels et des équipements qui sont utiles à nos armées et il participe aussi à l'instruction de l'armée en formant des élèves officiers. C'est sûr qu'il n'y a pas d'illégalité, il y a un problème d'opportunité peut-être, mais illégalité non. Les motifs de droit sont bien remplis. Un attaché militaire peut être un colonel ou un général. La plupart du temps, les attachés militaires sont des généraux. On l'a jamais vu, mais il faut que ça arrive. Ça n'a pas de chance d'aboutir au plan de la justice. Et je ne pense même pas que Kandé soit à l'origine de ça. C'est des gens qui cherchent à déstabiliser. Kandé, il est jeune, il a tout intérêt. Il peut être attaché militaire et revenir demain être chef d'état-major de l'armée. Parlons de ces révélations qui ont créé le scandale à la Sonacos. Au-delà des salaires exorbitants perçus, les membres du cabinet du directeur général sortant bénéficiaient de sursalaires qui n'étaient pas en conformité avec les règles et pratiques de l'entreprise. Une situation constatée et qui à l'époque avait toujours été dénoncée par les membres du syndicat. Ces derniers ont d'ailleurs fait face à la presse ce jeudi. Ils invitent l'État à sévir mais surtout à soutenir l'entreprise à se remettre de ses difficultés. Je vous propose d'écouter tout de suite Mamadou Faye, secrétaire général du syndicat, au micro de Dissa Préra. Le jour 29 mai 2024 pour parler de la situation désastreuse qui sévit à la Sonacos sous le magistère de M. Kibili Touré, directeur général sortant. En effet, la Sonacos traverse des moments très difficiles. Et malgré ces difficultés, le directeur général sortant, M. Kibili Touré, s'est permis de faire des embauches avec des sursalaires sans commune mesure pour son cabinet importé qui est composé de 8 membres. Ces mesures impopulaires ont créé une malaise profonde dans toutes les unités de la Sonacos que je viens de nommer précédemment. Car, comme nous le savons tous, depuis 1 an, un nombre important de retraités est maintenu en activité contre leur gré, faute de moyens financiers. Les travailleurs dénoncent avec la dernière énergie ces mesures prises et demandent l'annulation ou l'alignement pour tous les travailleurs du groupe Sonacos. Le directeur actuellement il a embauché 8 personnes, 8 qui font partie de son cabinet. La masse salariale est devenue exorbitante. Et on disait que la Sonacos actuellement, on a des problèmes pour payer les salaires des gens qui sont là, parce que faute d'activité. Mais il s'est trouvé que le DG sortant, il a embauché 8 de son cabinet avec des salaires exorbitants, avec des sursalaires qu'aucun travailleur qui est à la Sonacos n'a. Sursalaires allant de 300 à 900 000. Oui. Alors que les gens qui sont là, plus de 36 ans de carrière, jusqu'à 42 ans de carrière, ils n'ont même pas 50 000 francs de sursalaire. Ça, c'est inadmissible. Ce qu'on peut dire, nous sommes des représentants du personnel. Et notre droit est d'agir au moment opportun. Nous l'avons su, nous nous sommes levés, convoqué toutes les unités et maintenant pour faire face à ça. Nous avons demandé que ça soit on l'annule ou bien tous les travailleurs doivent être alignés. C'est que le cabinet est composé de ses proches, même de son griot. Il a embauché son... Litige foncier à Tivaouane, la COSEHAS, coopérative du collectif des enseignants pour l'habitat social, alerte. Ces enseignants accusent un promoteur privé d'accaparer et de vendre de manière frauduleuse leur terrain. Les membres de la COSEHAS annoncent avoir déposé plus de 80 plaintes à l'ADESCOS sans succès. Le promoteur indexé, quant à lui, rejette ces accusations. Il dit avoir gagné le procès contre le président de la COSEHAS, compte rendu signé à Aminata Ba.
Depuis 4 ans, les membres de la coopérative du collectif des enseignants pour l'habitat social sont dans l'inquiétude pour cause un promoteur privé veut mettre la main sur leur terrain acquis depuis 2010 à Tivaouane Peulh. C'est maintenant à partir de 2020, un nommé El Hadj Di Ousso est venu maintenant avec sa famille et une bande de nervis s'accaparer maintenant de nos parcelles, sans titre ni droit. Mais ces temps-ci, on a constaté que Ousso ne vient plus, mais son fils, nommé Mamadia, qui revient aussi, et Ndiagasso, accompagné aussi de son neveu Ndiagasso, ils reviennent maintenant, non seulement avec des clients, mais aussi recensent les parcelles, mettent des numéros maintenant sur des parcelles et même des fondations. Ces enseignants disent avoir porté plainte à plusieurs reprises, mais jusqu'ici, pas de suite favorable. Le maire Papis Diop avait donné un engagement ferme à résoudre ce problème. Plus tard, en une semaine, il va donc régler ce problème intégralement et qu'on n'en parle plus. Mais depuis lors, il est resté à fond. Au moment où je parle, il y a plus de 80 plaintes qui sont déposées au niveau de la DSCOS. Et il n'y a aucune plainte qui a atterri au tribunal. Elles sont restées toujours dans les tiroirs. Pourtant, le promoteur privé soutient avoir gagné le procès qui l'opposait au président de la COSEYAS. Quand les enseignants ont occupé les 4 hectares d'El Hadj Dia, il a traduit l'affaire devant la justice. 7 ans après, il a gagné le procès. Mais n'empêche, les enseignants continuent toujours de réclamer ces terres. Il devrait plutôt s'adresser à Ousmane Gueiba, le président de la coopérative qui a été condamné à 2 ans avec une amende de plus d'1 milliard de francs CFA. Et depuis lors, il a pris la fuite. Les membres de la COSEYAS demandent au chef de l'État de s'intéresser davantage aux problèmes fonciers qui sévissent dans la commune de Tivaouane Peulh-Niague. L'attribution de licences de pêche en violation flagrante de la loi et la dilapidation de nos ressources halieutiques ont eu comme conséquence l'émigration clandestine. C'est la conviction du GAIPES, le groupement des armateurs industriels de la pêche, ainsi que le Forum civil ont fait face à la presse ce matin. L'objectif, commenter la publication de la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises. Plus d'une centaine d'immatriculations ont été notées depuis 2018 et près de 49 bateaux immatriculés sont sans licence. Alassane Ba et Alioune Diagne ont assisté à l'atelier reportage. Selon le GAIPES, la publication de la liste des navires de pêche autorisés à opérer dans les eaux sénégalaises est un pas important de bonne gouvernance. L'organisation avait formulé cette demande depuis 2019 et aujourd'hui, elle a jugé nécessaire, avec le Forum civil, de mettre à la disposition des journalistes différentes informations pour leur compréhension. Et c'est tout le sens accordé à cette rencontre. À la lecture de la liste, nous avons noté qu'il y avait une centaine de nouvelles immatriculations depuis 2018 sur une pêcherie qui est la pêche démersale profonde où en 2019 il n'y avait que 2 chalutiers sénégalais. Aujourd'hui il y a une quarantaine de licences attribuées sur cette pêcherie et nous avons aussi noté à la lecture de cette liste qu'il y a près de 49 bateaux immatriculés et qui n'ont pas eu de licence. C'est-à-dire que des licences ont été données d'une manière peu conforme à la loi. Toujours selon le GAIPES, des licences ont été données en violation de la loi, des ressources dilapidées, le code de la pêche et son décret d'application violé. Conséquence, le secteur de la pêche est plongé dans une crise qui a affecté les industriels et particulièrement la pêche artisanale. Tout le monde sait que la pêche artisanale est le poumon de l'économie halieutique dans notre pays, parce qu'elle débarque pratiquement entre 80 et 90% des mises à terre. Donc affecter ce segment de l'économie qui nourrit nos populations, c'est effectivement expliquer en partie les difficultés que nous avons vécues dans la pêche d'une manière générale, mais dans le tissu social, parce que cela s'est traduit par une émigration clandestine sans commune mesure, due à la paupérisation des pêcheurs d'une part, des mareyeurs et des métiers connexes. Le souhait de GAIPES et le Forum civil est que tous les bateaux qui sont autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises se conforment à la loi. Et que tous les bateaux qui ne respectent pas
les conditions, ne soient plus autorisés à pêcher. Nous ne demandons ni plus ni moins qu'une application de la loi en toute transparence. Maintenant, si on applique les lois, on verra que le secteur de la pêche redeviendra comme par avant, mais il faut se rendre compte que les ressources ont été profondément atteintes. Sur le carton jaune de l'Union européenne, GAIPES estime que le Sénégal a 2 mois pour réfléchir et apporter des réponses. Cette organisation et le Forum civil attendent des autorités d'autres actions pour que la gestion de la pêche ne fasse plus l'objet de doutes. Publication ce jeudi du rapport de la mission européenne d'observation du processus électoral et notamment de la dernière élection présidentielle qui s'est tenue le 24 mars 2024. Un rapport de 22 recommandations dont 8 jugées prioritaires. Parmi celles-ci, le renforcement de l'indépendance et l'impartialité des membres des institutions électorales nommés par le président de la République. Compte rendu et de Mamadou Fall. Le scrutin présidentiel de mars 2024 au Sénégal a été bien organisé selon le rapport final de la mission d'observation électorale de l'Union européenne. Des autorités sénégalaises qui ont bien joué leur rôle. Le scrutin a été bien organisé et s'est déroulé dans le calme. Les électeurs ont pu effectuer leur choix librement entre les 19 candidats dans une ambiance paisible et ordonnée. Et la mission souligne que l'élection avait été bien organisée avec efficacité par les autorités électorales. N'empêche, certaines corrections doivent être apportées. La mission estime que la nomination de certaines autorités en charge des élections par le chef de l'État doit être revue. 1. Pour renforcer l'indépendance et l'impartialité des institutions électorales, nous recommandons d'envisager une plus grande pluralité d'autorités de nomination pour composer les organes majeurs du processus électoral. En effet, la majeure partie des autorités en charge des élections sont nommées par le président de la République et ce mode de nomination mériterait d'être revu. 2. Renforcer la transparence des organes de gestion et de supervision du processus électoral et garantir l'accès à l'information en publiant sans délai des décisions, des procédures statistiques et autres informations pertinentes, comme le fichier électoral et la carte électorale en ligne. Et comme j'ai déjà mentionné, la transparence permet d'accroître la confiance des électeurs et limiter aussi la circulation des fausses informations électorales sur des réseaux ou d'autres. 3. Afin de renforcer l'inclusion et garantir le plein exercice du droit de vote, nous recommandons de faciliter l'inscription des électeurs. Le rapport définitif de l'Union européenne est désormais sur les tables des autorités sénégalaises pour une utilisation efficiente. Parlons mobilité avec cette bonne nouvelle. Bientôt, des bus qui fonctionnent au gaz dans la région de Dakar. C'est entre autres ce que prévoit le tout nouveau plan de restructuration du réseau de transport en commun. Un plan que veut mettre très vite en place l'État du Sénégal. Le projet est destiné aux opérateurs privés. Il est fait pour doter la capitale sénégalaise d'un système de transport adapté. Ils ont tenu un atelier ce matin. Le compte rendu, c'est avec Lisa Prera et Ahmadouba. Dakar veut un système de transport en commun moderne et adapté. Après le TER et récemment le lancement du BRT, ce projet de restructuration va donner un nouveau visage au transport dans toute la région de Dakar. Donc cet important projet arrive pour être articulé à ces deux systèmes de transport. Donc il s'agit d'un projet structurant qui va permettre de restructurer de façon globale le réseau de transport en commun dakarois. Ça va concerner toute la région de Dakar, toutes les communes. Et dans sa première phase, donc, qui était l'objet de cet atelier, donc 14 lignes seront restructurées dans 2 ans. Donc en octobre 2026, le système sera opérationnel. Donc avec 400 bus qui vont fonctionner au gaz, donc qui sont plus respectueux de l'environnement. 2 dépôts modernes seront construits à Ouakam et à Kermassar. Des milliers d'emplois seront créés et évidemment des kilomètres de routes seront aménagés à des standards élevés. Un projet structurant et qui concerne principalement les opérateurs privés du Sénégal.
Ces opérateurs seront accompagnés dans cette nouvelle démarche, mais aussi l'État a pensé à Dakar Dem Dikk. C'est un projet qui est fait pour les opérateurs privés et pour la société nationale Dakar Dem Dikk. L'objectif du gouvernement est de faire des opérateurs privés nationaux, des opérateurs en tout cas qui respectent les standards internationaux en matière de transport. C'est pourquoi dans le cadre de ce projet, il y a un volet important d'accompagnement et de remise à niveau. Et avec la nouvelle direction générale de Dakar Dem Dikk, avec le ministère et l'ensemble des parties prenantes qui sont ici, notamment le CETUD, nous allons réfléchir à un plan de relance de la société Dakar Dem Dikk qui prendra en compte tout ce contexte qui est là et ce projet qui est lancé aujourd'hui. Donc véritablement, c'est un projet qui est fait pour les opérateurs privés et publics nationaux. Un plan de restructuration du réseau de transport en commun dont le montant est évalué à près de 200 milliards de francs CFA qui sera exécuté avec le soutien des partenaires au développement. Allez, on sort de Dakar à présent. Dans le cadre du programme d'électrification de 373 villages du Sénégal et mis en œuvre par l'ASER, l'Agence sénégalaise de l'électrification rurale, 2 mini-centrales solaires de 60 kW viennent d'être inaugurées dans les villages de Sansanding et Tomboura. C'est à Kenyaba, dans le département de Bakel. Un véritable ouf de soulagement pour les populations qui, dans le passé, n'ont jamais connu l'électricité. Nous écoutons tout de suite Baba Diallo, directeur général de l'ASER. Il fait le point au micro d'Ibrahima Diabakhate. Des efforts considérables en mobilisant 79 milliards de francs CFA pour à terme électrifier 373 villages à travers le Sénégal. La région de Tambacounda a bénéficié de 78 localités et d'autres régions comme Kaffrine, Kolda et Kédougou ont également bénéficié des mini-centrales d'énergie propre à l'instar des régions de Saint-Louis et de Louga. Cette centrale est un kit neuf, donc ça fait partie des plus grosses centrales que nous réalisons. Donc ici à Tomboura, c'est 60 kW crête. Nous en avons réalisé à Sansanding avec 60 kW crête également. Et la plus grande centrale qu'on a réalisée, c'est à Oudalaï avec près de 180 kW crête. Donc c'est des kits en fonction des tailles et des villages et des besoins identifiés. On les dimensionne pour permettre de répondre aux attentes des populations en satisfaisant à l'ensemble des usages. À Bambey, les établissements scolaires commencent à initier les élèves à la culture de la terre. De petits périmètres maraîchers sont implantés dans certains établissements. Ils veulent ainsi participer à la lutte contre les changements climatiques. Les détails, c'est avec Babacar Diofenon Wendiaï. Du préscolaire au lycée, c'est le parfait amour entre les enfants et les plantes. Nous avons toute la volonté de venir ici arroser. Tout le monde arrose et on fait notre travail. Et on rend chez nous. Chaque après-midi, nous venons ici arroser. Des activités de formation pratique soutien M. Diatta, professeur au CEM Bambey 3. Et de pousser les élèves à vouloir du maraîchage, du travail manuel. Et à pouvoir aussi le faire. Plusieurs établissements scolaires du département de Bambey profitent bien des équipements du projet. Comme dans tous les établissements, c'est un support pédagogique et un espace social et de cohésion parce que les élèves s'y rencontrent, les élèves rencontrent les professeurs, tout le monde dans ce jardin. Et ce qui fait que c'est vraiment un support social. Et je voulais aussi rappeler que les recettes des périmètres dans tous les autres établissements sont versés dans ce qu'on appelle le fonds vert de solidarité. En tout état de cause, c'est une activité qui donne un autre visage à nos écoles. Allez, la page sportive avec la ville de Ziguinchor dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Au moins 200 jeunes de la capitale de la Casamance de Ziguinchor plutôt seront formés et accompagnés jusqu'à l'insertion professionnelle. Il s'agira de jeunes issus des établissements d'enseignement professionnel. L'objectif c'est de rendre attractif ce secteur de l'éducation et de la formation que les jeunes ont de plus en plus tendance à déserté. Cheikh Ahmad Tidiane Sey est le coordonnateur du programme FIT. Il nous en dit plus au micro de Lamine Ba et Lamine Mandian.
du ministère de la formation professionnelle, du comité d'organisation des Jeux olympiques 2026 et de l'Union européenne, donc, qui vise à accompagner l'ensemble des jeunes Sénégalais vers un emploi décent. Donc FIT également, c'est à la fois un nom et un acronyme. Et le nom, ça signifie en Wolof le courage, l'audace, et l'engagement et la détermination. Et par rapport à l'acronyme, FIT signifie formation. L'initiative vise d'abord, dans un premier temps, à renforcer la pratique sportive dans les établissements de formation professionnelle, en accompagnant ces établissements à la construction d'infrastructures sportives, mais également des équipements sportifs. C'est une initiative également, vu le niveau faible d'attractivité. Le programme consiste également à renforcer cette dimension d'attractivité, mais également accompagner le parcours de 200 jeunes ici dans la région de Ziguinchor. On s'intéresse à présent à l'académie MyCoach qui travaille à aider les sportifs dans le cadre de la récupération et l'aspect mental. Elle vise, cette académie, des partenariats avec des clubs sénégalais pour booster les performances de ses pensionnaires. Cher Sadibou Diarra, Tierno Laurent Mendy nous en disent plus dans ce reportage. 3 ans d'existence et d'expérience en bandoulière, l'académie MyCoach établie en France compte s'implanter au Sénégal. L'objectif, aider à booster les performances des sportifs locaux. En fait, en France, on a mis en place un cabinet d'accueil où à l'intérieur, on fait l'analyse vidéo, on fait la préparation mentale et puis après, on accompagne les joueurs à travers tout ça. Et là-bas, justement, ce qu'on a mis en place en France, on aimerait le mettre en place ici dans un premier temps, c'est-à-dire ouvrir un cabinet où justement les sportifs pourront venir pour récupérer, pour analyser un peu les performances qu'ils ont sur les matchs. On va cibler beaucoup les garçons qui sont déjà en activité dans les clubs parce qu'on trouve que c'est important et la progression elle est plus efficace parce que derrière ils ont la compétition le week-end. Mais sinon nous c'est quelque chose qu'on aimerait plus tard ouvrir à toute personne qui souhaite récupérer. À la recherche de partenariats avec les clubs au Sénégal, l'académie MyCoach s'appuie sur plusieurs outils. Des bottes de pressothérapie, en fait c'est des potes de récupération avec du froid qui vont aider vraiment à la récup après les efforts. On a aussi les coussins de proprioception pour soulager tout ce qui est chevilles, genoux, etc. Il y a plein d'outils comme ça. Sur la préparation mentale, plein d'outils qu'on peut mettre en place à travers les outils de réussite sur les entraînements, mais aussi les entretiens avec les joueurs. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont à l'extérieur et qui mettent en difficulté les joueurs sur le terrain. Donc ça, c'est des outils qu'on a aussi analysés, qui vont aussi être importants de mettre en place, surtout ici au Sénégal. Outre les sportifs, la petite catégorie est aussi une cible. Les enfants, on voudra mettre des outils en place qui vont prendre un peu plus de temps parce que ça ne va pas être facile de trouver des installations rapidement. Mais en tout cas, nous, les enfants, ils font partie du projet. On a les enfants qui sont à l'académie avec les coachs et qu'on suit dans tout ce qui est développement moteur. Après, comme il a dit tout à l'heure Alan, la psychologie avec de la valorisation, de la bienveillance, etc. Le séjour des dirigeants de l'académie MyCoach se termine ce dimanche. L'autre pays africain dans leur ligne de mire est le Maroc. L'équipe nationale des moins de 20 ans du football féminin a conservé son trophée du tournoi UFOA à l'issue d'un parcours sans faute. 5 succès en autant de sorties, 14 buts inscrits, 0 encaissés. La sélectionneuse Mbayang Cham pense toutefois qu'il reste du chemin à faire sur le plan du jeu. Suivons-la. Il y avait 4 équipes lors de la première édition. Maintenant, les 8 équipes réunies ici, il y avait tellement de bonnes choses. Que ce soit sur le plan tactique, sur le plan technique, sur le plan même physique. Je prends l'exemple sur l'équipe de la Guinée-Bissau. C'est une équipe très physique qui ne lâche pas. Donc le niveau a été élevé par rapport même à la première édition. Donc ça veut dire que les sélections travaillent, les filles en veulent et c'est de bonne guerre. Pour les perspectives, c'est continuer à travailler. Et je félicite aussi l'équipe qui était là avant moi, le staff qui était là avant moi, parce que c'est une continuité, comme j'ai dit. Il y avait d'autres qui travaillaient avant nous. Maintenant, on est venu, on continue le travail. Et il y a beaucoup d'autres choses à faire.
c'est pas parce qu'on a gagné la finale que c'est fini. Il y a beaucoup de choses à faire, à améliorer par rapport à cette jeune équipe. Maintenant, le temps nous le dira et Inch'Allah, on va continuer à bosser. Hors de chez nous, tout est bien qui finit bien entre le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun et le ministère des Sports. Samuel Eto'o et Marc Brise ont formé le calumet de la paix en animant ensemble une conférence de presse au cours de laquelle le président de la FECAFOOT et le sélectionneur des Lions Indomptables révèlent leur ambition de travailler ensemble pour faire de bons résultats. Je vous propose de les écouter respectivement. Lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça, mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe Fanion gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. C'est bien que le rendez-vous est pris maintenant et on va faire tout, bien sûr. On a besoin de tous les moyens, de toute l'expérience ici dans cette chambre pour réussir. Voilà qui met un point final à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales et tout de suite restez en notre compagnie. Deuxième partie de Soir d'Info, nous recevons tout de suite le professeur Ababacar Gaye, directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.